Bonjour tout le monde. Il nous fait plaisir de vous présenter aujourd'hui une partie de nos résultats, des résultats de notre rapport qui portent sur spécifiquement l'approche aidant chez les hommes en général et chez les hommes aînés, selon les résultats de sondage donc de votre intérêt. Et je ferai la présentation avec ma collègue Sophie Odette Chapdelaine, à qui je passe la parole pour le début de la présentation. Bonjour tout le monde. Je commence en vous présentant rapidement l'équipe de projet, donc tous ceux qui ont travaillé sur ce projet très intéressant. Donc, on est 5 conseillères scientifiques, un spécialiste en documentation, Adrienne Marès, sous la direction de notre chef d'unité, Walter Marc-Anthony. Et pour parler un peu de nous, donc qui on est, en fait, on est l'équipe de l'unité d'évaluation des technologies et des modes d'intervention en santé, services sociaux au CIUS de l'Ouest de l'île de Montréal. Donc, un très long nom, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est que notre mission, c'est d'éclairer la prise de décision pour optimiser les ressources, améliorer la qualité des soins, ainsi que l'accès aux services en santé et en services sociaux. Donc, on répond à plein de genres de types de questions et de projets. Notre rôle, c'est de soutenir donc la prise de décision quant à l'adoption ou au retrait de technologies ou de pratiques. Et nos évaluations reposent sur des données qui sont scientifiques, sur le contexte local également et l'expérience terrain. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Dans les données scientifiques, il y a toutes les données publiées dans les revues scientifiques ou produites par des institutions de recherche notamment. Du côté des données contextuelles, on va s'intéresser aux données qui sont essentielles pour comprendre le contexte précis d'une demande. Par exemple, les facteurs sociaux, économiques, culturels ou réglementaires propres à une question. Puis du côté des données expérientielles, on va s'intéresser à l'expérience personnelle ou au savoir-faire acquis au fil du temps. Par exemple, on peut être amené à s'intéresser à des perspectives d'experts, des perspectives de patients partenaires, des acteurs communautaires, etc. Donc, vraiment, en fonction de chaque demande qu'on reçoit, on va aller chercher l'information pertinente pour avoir une vue globale et complète sur un projet. Dans ce cas-ci, c'est un projet qu'on nous a demandé, là, une demande initiale en 2023 qui venait de la Direction vaccination, dépistage, santé publique et responsabilité populationnelle du CIUS. Et notre mandat était de documenter les meilleures pratiques en proche aidance pour les hommes, incluant les hommes proches aidants de manière générale et plus spécifiquement les hommes proches aidants aussi issus de communautés ethnoculturelles. Le mandat était vraiment le vaste. Il voulait qu'on aille chercher des données internationales, donc pas de limite géographique notamment sur cette question-là. Et vous notez que ce n'était pas une comparaison avec la proche aidance chez les femmes. Donc, vous allez voir, on était vraiment descriptif sur les hommes et non pas dans une comparaison, par exemple, avec les femmes ou selon différentes maladies, etc. Donc, on vient vraiment ancrer un peu euh, notre demande initiale en 2023. Donc, cette demande a mené à la production d'un rapport qui a été publié en juin 2024. C'est donc nos résultats complets, puis on vous partagera un lien quand je vais arrêter de parler. Là, je vous partagerai le lien tout à l'heure de notre rapport complet qui portait donc sur la proche aidance au masculin, incluant les hommes issus de communautés ethnoculturelles et autres populations spécifiques. Parce qu'aujourd'hui, on vous mentionne là, qu'on va parler des aînés, mais c'est une population qui a émergé en fait des données qu'on a trouvées. Donc, aujourd'hui, on vous présente le volet homme proche aidant en général, homme proche aidant aîné, qui est une sous-population. Donc, les proches aidants en général, c'est quoi? Bien, c'est ceux qui, dans la littérature, n'étaient pas identifiés comme une sous-population. Donc, des articles, par exemple, qui parlaient des hommes proches aidants de manière tout à fait générale, sans autre spécificité là, de groupe spécifique à leur âge, ethnicité, diversité de genre, etc. Quant aux hommes proches aidants aînés, bien ça, c'est le groupe où l'article parlait, par exemple, d'hommes de 65 ans et plus spécifiquement, ou ceux qui étaient identifiés comme portant sur des hommes proches aidants aînés dans la littérature. Évidemment, ce pas des groupes qui sont mutuellement exclusifs. On comprend que dans les hommes en général se trouvent des aînés et inversement, des aînés sont aussi des hommes en général. Mais on a comme, vous allez voir comment on a un peu amené les résultats pour que ça soit digeste pour vous aujourd'hui de comprendre un peu les spécificités propres aux aînés qu'on a dégagées de la littérature. Donc, ce qu'on a trouvé spécifiquement et qu'on va vous montrer aujourd'hui, c'est les résultats propres aux impacts, à leurs besoins, au type de soutien, leurs enjeux particuliers et les bonnes pratiques.
Et rapidement, notre méthode, donc juste pour revenir un peu sur comment on travaille. Donc, d'une part, il y a le volet recherche documentaire qui est comme la première étape. Ensuite, on a une grande étape de triage des documents trouvés. On sélectionne les documents qui semblent pertinents pour ensuite garder ceux qui répondent à l'ensemble de nos critères. On va extraire l'ensemble des données de chacun des documents de manière minutieuse là, pour être sûr d'aller chercher toutes les informations pertinentes pour ensuite analyser, synthétiser tout ça, rédiger le rapport final et présenter là, les résultats, comme on fait aujourd'hui une partie de nos résultats avec vous. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé dans ce cas-ci? On a repéré 2898 documents, dont 227 répondaient à nos critères d'inclusion. Sur ceux-ci, il y en avait 99 qui portaient sur les hommes en général, donc qui ne spécifiaient pas de population spécifique, et on en avait 39 qui portaient spécifiquement sur les hommes aînés. Toutes ces publications publiées entre 1999 et 2023, donc un corpus quand même assez récent sur le sujet. Les documents amènent différentes perspectives, donc les hommes proches aidants, leur perspective à eux, mais aussi la perspective des personnes aidées par un proche aidant et des agences de services, notamment du réseau de la santé et des organismes communautaires. Donc, vraiment une diversité de perspectives qui a été amenée dans ces documents. L'étendue géographique des publications, vous vous souvenez, on nous a demandé d'aller fouiller partout dans le monde qu'est-ce qui se passait, donc on n'avait pas de critères là, qui limitaient la portée. Au final, on a 18 pays dont on a trouvé des publications là, qui répondaient à nos critères sur les 5 continents. Je ne lirai pas tous les pays, mais ça vous donne une bonne idée quand même de l'étendue géographique de nos documents, avec l'Amérique où il y en a le plus. L'Europe, il y en a plusieurs aussi. Évidemment, ce n'est pas un tour exhaustif, mais c'est quand même un tour d'horizon assez intéressant et riche là, pour aller chercher des documents sur le sujet. Informant. Enfin, les caractéristiques de la proche aidance. Donc, quel lien existait entre le proche aidant et la personne aidée dans les documents qu'on a analysés? On avait des conjoints, des fils, des pères, des amis. Puis, dans certains documents, le lien n'était pas mentionné explicitement. Et les problèmes de santé des personnes aidées, là, on a une très, très longue liste. On a un gros tableau avec beaucoup de différences. Mais parmi les maladies ou problèmes de santé qui revenaient vraiment souvent, il y avait l'Alzheimer ou la démence, les cancers, des déficiences physiques de différents types, les maladies cardiovasculaires et le VIH-Sida. Donc, je pense que c'est ici, si je ne me trompe pas, je passe la parole à Sandra. Voilà, pour nous présenter les résultats le plus de fond, donc sur les impacts de la proche aidance et ce qui s'ensuit. Donc, à tantôt. Merci. Merci Sophie. Alors, on va continuer sur les données, l'analyse descriptive qu'on a réalisée, le résultat. Alors, on va commencer par les impacts de l'approche aidance. Alors, en santé, il est important de souligner d'abord qu'on va utiliser des icônes. Donc, l'icône bleue va représenter les hommes en général, comme Sophie l'a décrit tout à l'heure. Donc, ceux qui n'étaient pas identifiés comme faisant partie des sous-groupes particuliers. Et vous allez voir tout à l'heure, il y aura une icône orange qui va représenter les aidants aînés. Alors, en matière de santé, donc les impacts de l'approche aidance chez les gens en général, c'était la difficulté à exprimer les émotions, les problèmes de dépression, mais aussi le deuil et le stress. La négligence de soi sortait à la fois pour les hommes en général, mais aussi pour les personnes aînées. Et de manière spécifique, aux aînés, ce qui ressortait, c'était l'épuisement émotionnel. Alors, pour ce qui est de la santé physique, les impacts étaient en général l'épuisement physique, maladies cardiovasculaires, problèmes de santé chronique, mais aussi les problèmes de poids et de nutrition. Les douleurs musculo-squelettiques sont ressorties à la fois pour les hommes en général, mais aussi pour les aînés. Et de manière plus spécifique, les maux de dos pour les proches aidants aînés. Concernant les relations interpersonnelles, les impacts touchaient plus la vie conjugale, donc en termes de tensions, conflits, impact sur la sexualité, mais aussi la perte d'intimité, de liberté et de repères.
Il y avait aussi des impacts au niveau de la vie familiale et professionnelle, notamment l'augmentation des tensions et des conflits, et des impacts sur la vie sociale, donc l'isolement, stigmatisation et discrimination. Rien de spécifique n'est sorti dans la littérature consultée sur les hommes aînés. Pour ce qui est des finances, les impacts étaient des coûts accrus, donc une augmentation de dépenses associées à leur rôle de proche aidance, mais aussi une perte de revenus et des impacts sur la carrière, donc l'avancement de la carrière notamment. Pour ce qui est des deux, donc les hommes en général, mais aussi les aînés, ce qui est ressorti, c'était difficulté d'épargne en termes de retraite. Alors, nous allons parler des besoins des hommes proches aidants. Donc, les besoins des hommes en général, en soutien et services sociaux, étaient le besoin d'un soutien psychologique, émotionnel, communautaire, familial, juridique, mais aussi financier, le besoin de flexibilité de la part des employeurs, mais aussi le besoin de répit et d'évasion, et le besoin de services de soutien de proximité abordables, flexibles, sensibles, adaptés à leurs particularités. Ce qui ressortait aussi, c'était le soutien pour les tâches quotidiennes et les tâches ménagères qui touchaient aussi, qui étaient aussi nommées ou rapportées pour les aînés. Les besoins en éducation et orientation étaient le besoin d'avoir accès aux ressources appropriées en santé, le besoin d'avoir accès à l'information utile, mais aussi aux ressources éducatives et le besoin d'avoir du soutien pour être orienté dans le système de la santé. Rien de spécifique aux hommes aînés n'a été rapporté dans la littérature consultée. Les besoins des hommes en participation et en engagement étaient le besoin d'être impliqués activement dans les décisions cliniques, mais aussi le besoin d'aide à l'adaptation à leur nouveau rôle. Rien de spécifique n'a été rapporté pour les hommes aînés dans la littérature consultée. En termes de reconnaissance et de sensibilisation, le besoin qui était nommé, c'était le besoin de reconnaissance de leur rôle par les professionnels de la santé, mais aussi un besoin de reconnaissance de leurs proches et de la société, et le besoin d'avoir des intervenants sensibles à leur réalité. Le besoin d'avoir ou d'être parlé en utilisant un vocabulaire plus adapté à l'identité masculine a été nommé, a été rapporté à la fois pour les hommes en général, mais pour les hommes aînés également. Mais rien de spécifique n'a été rapporté pour les hommes aînés. En termes juridiques, les besoins rapportés de manière générale, c'était d'avoir des lois et des politiques flexibles et équitables, mais aussi d'avoir plus de travaux de recherche sur la justice sociale et l'équité. Là encore, rien de spécifique n'est sorti pour les hommes, n'a été rapporté pour les hommes aînés dans la littérature consultée. Les types de soutien utilisés, ici, il s'agit des types de soutien qui était rapporté dans la littérature. Donc, ce qui est ressorti, c'est que de manière générale, donc pour les hommes en général, ils utilisaient à la fois le soutien familial, donc par d'autres membres de la famille, mais aussi le soutien clinique, un soutien clinique, donc que ce soit sur les aspects physiques et psychologiques, le soutien communautaire, donc incluant les amis et les organismes communautaires, le soutien par le système de la santé, les agences privées, donc soutien institutionnel, ou le soutien social, donc par le réseau élargi de connexion dans la société. De manière spécifique pour les aînés, ce qui est ressorti, c'était le soutien pour avoir accès aux informations juridiques, mais aussi le soutien pour la reconnaissance de leurs droits. Pour ce qui est des enjeux, donc, on va commencer par les enjeux cliniques. Donc, ce qui est ressorti, c'est la difficulté d'accès aux informations pertinentes, mais aussi les difficultés d'accès aux soins et services, le manque de formation clinique sur les soins à prodiguer à leurs proches, mais aussi les difficultés à exprimer leurs émotions. Rien de spécifique n'a été rapporté n'est ressorti en lien avec les hommes aînés. Au niveau social,
les enjeux étaient la résistance à obtenir ou accepter de l'aide de l'extérieur, mais aussi la stigmatisation, la discrimination, l'isolement et les pressions sociales. Rien de spécifique n'a été rapporté pour les hommes aînés. Au niveau, les enjeux organisationnels rapportés ont été le sentiment de ne pas être compris par les professionnels de la santé, mais aussi les barrières culturelles, institutionnelles et linguistiques d'une manière générale. Et pour les hommes aînés, les enjeux organisationnels étaient surtout le manque de soutien et d'accompagnement lors de la transition vers les résidences de soins, donc lors de la transition du domicile aux résidences de soins de leurs proches aidés les proches, la personne qu'ils aidaient. Il y avait aussi le grand roulement du personnel dans les services de soutien qui causait parfois des bris dans le suivi des dossiers et aussi dans le contact aussi. Il y avait aussi le manque de sensibilisation et d'éducation des équipes de soins à la diversité. Les enjeux économiques étaient de manière générale le fardeau financier, mais aussi la précarité économique et les barrières à l'emploi. Pour ce qui était des hommes aînés, ce qui ressortait, c'était des inégalités économiques. Au niveau juridique, les enjeux étaient la difficulté d'accès à l'information juridique sur leurs droits et les services juridiques qui sont disponibles. Mais rien de spécifique n'est sorti pour les hommes aînés. En termes de bonnes pratiques, donc les bonnes pratiques relatives aux soins pour les hommes en général étaient l'implication, de les impliquer de manière active dans le processus de traitement, mais aussi de mettre en place des activités ou des actions en mettant en avance une coordination efficace des soins entre les professionnels de la santé, mais aussi le besoin d'avoir des soins et des interventions adaptées à leurs besoins spécifiques. Rien de spécifique n'est sorti sur les hommes aînés. En matière de soutien et services, les bonnes pratiques pour les hommes en général sont de mettre en place un soutien financier des organismes d'aide à ces hommes, HPA, ces hommes proches aidants, mais aussi de développer des interventions et mettre en place des interventions et des systèmes de soutien en ligne, multimodaux, individuels, familiaux ou en groupe, de développer des communications ouvertes sur les problèmes de vie sexuelle, mais aussi de mettre en place des programmes et services d'aide psychosociale et de soutien personnalisé. Pour ce qui est des hommes aînés, ce qui ressortait, c'était comme bonne pratique, c'était la mise en place de programmes et de services d'aide psychosociale, mais aussi travailler ou mettre de l'effort, de l'énergie pour changer la terminologie d'usage pour utiliser un vocabulaire plus adapté à leur réalité. En termes de reconnaissance, les meilleures pratiques, c'était de développer ou de travailler pour favoriser une meilleure reconnaissance de leur rôle, mais aussi de valoriser les avantages de l'approche aidance chez les hommes. Rien de spécifique n'est sorti pour les hommes aînés. Les bonnes pratiques relatives à la formation et à l'éducation pour les hommes en général étaient vraiment de mettre en place des programmes d'information, de formation et d'éducation à la fois pour les hommes proches aidants, mais aussi pour les professionnels de la santé. Rien de spécifique n'a été rapporté pour les hommes aînés. Les bonnes pratiques en lien avec les aspects juridiques et les assurances, de manière générale, c'était la reconnaissance de l'importance des documents légaux et de la planification successorale, mais aussi la mise en place des couvertures d'assurance adéquates. Rien de spécifique n'est sorti pour les hommes aînés. En termes d'égalité et de réduction des stéréotypes, ce qui est ressorti comme bonne pratique, c'était vraiment de mettre en place des politiques ou des interventions pour favoriser la déconstruction des stéréotypes de genre. Alors, nous arrivons à la discussion. Donc, l'approche aidance a des impacts considérables dans toutes les sphères de la vie des hommes en général, alors qu'elle affecte
plus spécifiquement la santé mentale, physique et des finances des hommes aînés. Ces différents impacts mettent en lumière l'importance d'avoir une approche holistique afin de favoriser une prise en charge globale du bien-être des proches aidants. Plusieurs besoins relatifs à ce rôle nécessitent d'être pris en compte, notamment le besoin en soutien en service et ce en lien avec la reconnaissance de leur rôle pour les hommes aînés. Il est important de mettre en place des programmes spécifiques conçus pour répondre aux besoins des différents profils des proches aidants. Alors, nos résultats mettent également en lumière des principaux défis auxquels sont confrontés les hommes proches aidants, nécessitant des interventions à la fois politiques et sociales pour garantir un meilleur accès aux ressources, une répartition plus équitable de ces ressources et répondre aux principaux défis auxquels ils sont confrontés. Nos résultats révèlent une série de bonnes pratiques qui ciblent toutes les sphères de la vie des hommes proches aidants. Ces bonnes pratiques fournissent des pistes de solutions pour développer ou améliorer les services ou programmes de soutien qui répondent spécifiquement aux besoins de ces hommes, notamment en intégrant une approche personnalisée et en développant des programmes éducatifs et de soutien. Certaines d'entre elles concordent avec l'orientation ministérielle vers les soins à domicile, la télésanté, les autosoins, ainsi que l'utilisation des outils technologiques dont la réussite repose en partie sur l'engagement et les compétences des proches aidants. Alors, les principales limites de notre rapport, de notre vue, résident dans le fait que nous avons le choix d'inclure uniquement les publications en français et en anglais a pu entraîner une sous-représentation de certaines populations, mais nous avons des données de 18 pays à travers les 5 continents, comme on vous l'a présenté précédemment, malgré cette limite-là. L'autre limite, c'est le manque d'informations qu'on a constaté dans certaines publications qui ne permettaient pas de bien catégoriser les populations d'hommes proches aidants. Mais malgré cela, nous avons pu dégager plusieurs sous-populations, même si notre objectif initial, c'était de travailler sur l'approche aidance en général et en particulier chez les hommes issus des minorités ethnoculturelles, ben, notre analyse a pu dégager plusieurs autres sous-populations, comme les aînés qu'on vous a présentés, mais on a aussi des données dans le rapport sur les aînés s'identifiant comme faisant partie de la communauté LGBTQ, des minorités ethniques, mais aussi des hommes vivant dans les zones rurales. Enfin, l'échéancier combiné au nombre important de données recensées nous a conduit à prioriser une analyse descriptive plutôt qu'une analyse comparative ou croisée. Donc, on n'a pas pu faire les comparaisons comme homme-femme, homme versus l'approche aidance au masculin versus l'approche aidance au féminin, ou de faire des analyses selon les maladies des personnes aidées ou le statut marital, par exemple, des hommes célibataires versus des hommes mariés, où on n'a pas pu pousser l'analyse plus loin. Ce que ça a aussi fait, cet enjeu-là, c'était qu'on n'a pas pu réaliser l'analyse des programmes ou des services existants. Nous avons plutôt priorisé les éléments qui peuvent guider le développement ou l'optimisation de programmes ou services de soutien adaptés aux besoins spécifiques des hommes proches aidants. Mais il est important de dire que nous disposons d'une base de données substantielle pour réaliser de nouvelles analyses ou approfondir certains points précis si le besoin nous est mentionné ou si demandé, s'il y a un besoin qui ressort là-dessus. Alors, le rapport, cette revue a plusieurs forces, notamment la portée internationale des données de la littérature recensée, qui nous a permis d'avoir un portrait global de l'approche aidance et qui pourra servir de base pour d'autres projets OSIUS. Aussi, l'autre force réside dans l'approche systématique, dans la collecte et l'analyse des données et la collaboration de plusieurs conseillers scientifiques. L'autre force, c'est le fait que les données utilisées reflètent une diversité de perspectives, d'acteurs impliqués dans l'approche aidance au masculin.
Donc, à la fois les hommes eux-mêmes, mais aussi les personnes aidées, puis les agences au service du réseau de la santé communautaire. Nos résultats favorisent le développement et l'implantation efficace des stratégies et des actions ciblées sur des profils spécifiques d'hommes proches aidants. En termes de conclusion, nous pouvons dire que notre revue rapide de la littérature a mis en lumière la diversité des défis, autant au Québec qu'à l'international, soulignant la nécessité d'une approche holistique, flexible et personnalisée pour mieux répondre aux besoins spécifiques des hommes proches aidants. Nos résultats ont mis aussi en lumière l'importance de privilégier des actions concertées et bien coordonnées pour reconnaître et considérer de manière efficace les besoins de ces hommes. Enfin, les résultats présentés dans notre rapport soutiennent actuellement le développement et l'implantation des interventions, services et programmes de soutien inclusif et mieux adaptés à la réalité des hommes proches aidants dans notre CIUS. En effet, nos résultats ont soutenu à la fois le développement du questionnaire qui a été utilisé par la direction adjointe responsabilité populationnelle et partenariat, donc la direction de la vaccination et dépistage de la santé publique et de la responsabilité populationnelle dans notre CIUS. Ça leur a aidé pour justement développer le questionnaire qui a servi pour un sondage territorial mené à Montréal, qui a dans le sondage, il y a eu 650 participants. Le sondage a été réalisé par la firme Léger, mais aussi par des appels téléphoniques et le questionnaire aux employés. Les résultats ont permis aussi d'orienter la consultation terrain visant à élaborer des solutions en co-construction avec les hommes proches aidants. Ça a aussi orienté le développement des services selon les besoins en lien, en combinant en combinant nos données avec les données terrain. Mais ça a aussi orienté la programmation des activités psychoéducatives adaptées aux différentes phases de la maladie dans les ateliers qui sont menés actuellement. Merci pour votre attention et le rapport est disponible. On vous a partagé le lien dans, je pense, le clavardage. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas.